Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce quatrième et dernier webinaire de la série. Ce webinaire est organisé à une initiative conjointe de 6 communes partenaires dont les représentants sont avec nous aujourd'hui. Je les présente brièvement. Céline Castiglione, déléguée à la transition écologique et au développement durable de la ville du Grand Saconnet. Laetitia Maradan, chef de projet énergie et développement durable de la ville de Vernier. Luca Mercader, responsable du secteur développement durable de la ville de Nancy, Dario Poroli, chef de projet énergie de la ville de Mérin, Damien Régenas, délégué au développement durable de la ville de Versoix, et Julia Richet, chef de secteur énergie et durabilité de la ville de Carouge. Ce cycle de webinaires a bénéficié également du soutien de techniques de SIG Eco 21, notamment par la présence de Claire Anlung Makelgoun, qui est chef de projet rénovation énergétique, et de Jean Meuron, et également ici présent. Avant d'ouvrir officiellement ce webinaire en laissant la parole à un des représentants des communes partenaires, je rappelle quelques règles de fonctionnement. Vous avez la possibilité de lever la main si vous souhaitez poser une question ou bien d'utiliser le chat qui se trouve en bas à droite. Donc, c'est le petit encadré avec des petits points dedans. Vous avez la possibilité en tout temps d'écrire un certain nombre de questions, sachant que nous laisserons la parole aux 3 intervenants et qu'un temps pour les questions sera dédié à la fin des interventions afin d'avoir assez de temps pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Une deuxième information, ce webinaire est enregistré en vue d'une diffusion prochaine. Si vous-même vous souhaitez le revisionner ultérieurement ou si vous souhaitez partager ce lien de vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Régenas Damien, délégué au développement durable de la ville de Versoix, pour ouvrir officiellement ce webinaire. Alors, au nom des 6 communes partenaires, je vous souhaite également la bienvenue à ce webinaire. Merci à Christina Mélé pour cette introduction. Christina Mélé travaille pour le bureau Interface Énergie et sera votre porte d'entrée pour toute question qui suivra le webinaire d'aujourd'hui. Nos 6 communes sont impliquées dans des démarches de réduction de l'empreinte carbone de nos territoires, notamment à travers des plans climat ou d'autres documents cadres équivalents. Et dans ce contexte, nous savons que les bâtiments sont de forts émetteurs de CO2 en raison de leur consommation énergétique. Parallèlement, de nouvelles exigences légales sont entrées en vigueur depuis 2022. Plusieurs programmes d'accompagnement ont vu le jour, mais surtout pour les grands propriétaires et les propriétaires de villas. Et le constat est qu'il y en a finalement assez peu pour les PPE. Parallèlement toujours, l'accompagnement de la population vers les objectifs climatiques communaux fait partie de nos missions, raison pour laquelle nous avons mis en place ces webinaires. Aujourd'hui, il s'agit du dernier webinaire de ce cycle, le premier ayant traité du cadre légal et des subventions, le deuxième de l'organisation d'une démarche de rénovation ou d'optimisation, et le troisième de la question des coûts, des financements et des déductions fiscales. Nous parlerons aujourd'hui logiquement des aspects de gouvernance. En effet, un des freins principaux aux démarches d'optimisation ou de rénovation, bien entendu les aspects financiers, réside dans le fait de convaincre ses copropriétaires de l'amélioration de la qualité de vie et des avantages à court, moyen et long terme d'une telle entreprise. Merci. J'invite Maître Bruckner à activer son micro et sa caméra. Le temps qu'il s'installe, j'en profite pour le présenter. Donc, Samuel Bruckner est un avocat spécialiste FSA en droit de la construction de l'immobilier. Il exerce en tant que conseil au sein de l'étude genevoise Borel et Barbet, qu'il a rejointe après avoir travaillé pour une autre étude active à Genève dans le domaine de l'aménagement du territoire. Il a le titre d'avocat spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier, délivré par la Fédération suisse des avocats. Ses domaines d'expertise comprennent les questions relatives à l'immobilier et à la propriété foncière, tant sur le plan privé que public, notamment dans le cadre des procédures d'autorisation de construire. Il est également actif dans divers domaines du droit administratif et conseille tant des personnes privées que des collectivités publiques. Maître Bruckner, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup. L'idée donc de cette première présentation est d'aborder les modalités formelles de déroulement d'une assemblée de copropriété et en particulier les calculs et choix de majorité au moment de prendre une décision. Puisqu'on est sur la pause de midi, voilà le programme de l'entrée au menu que je vous propose et qu'on suivra dans le cadre de la présentation.
Il me semble utile de commencer par faire un bref rappel du cadre juridique dans lequel s'organise une propriété par étage. C'est un régime de copropriété qui porte sur un immeuble, donc une parcelle, qui comporte en son sein une distinction entre les parties privées pour lesquelles le propriétaire de chaque lot a des droits d'usage privatifs et les parties communes qui font l'objet d'un usage commun par tous les copropriétaires. Avec ces droits viennent aussi des responsabilités qui s'exercent de manière distincte, puisque pour les parties privées, le propriétaire du lot est libre, dans une certaine mesure, mais quand même très large, de faire ce qu'il y veut, alors que pour les parties communes, on parle évidemment de décisions collectives et de responsabilités collectives. Une des difficultés au moment de définir ce cadre applicable en général au fonctionnement d'une PP, et en particulier s'agissant des travaux de rénovation ou d'amélioration des performances énergétiques, est qu'il y a en fin de compte un cadre légal contraignant extrêmement limité. La PP est réglée par uniquement 20 articles dans le Code civil, avec quelques renvois à d'autres règles sur la copropriété, mais surtout, il y a peu de règles impératives qui s'appliquent donc nécessairement à toute situation. Ça laisse une grande liberté d'organisation qui est pratique. Elle permet de tenir compte de spécificités propres à chaque copropriété, en particulier à chaque bâtiment. On n'aura pas besoin des mêmes règles pour un immeuble qui ne contient que des logements au centre-ville que pour un ensemble qui mélange activités commerciales et logements, par exemple, de la même manière que l'existence de grands espaces extérieurs ou de locaux communs étendu nécessite un encadrement différent de s'il n'existe pas. Et cela passe en fin de compte par l'adoption qu'on voit dans toutes les PPE d'un règlement d'utilisation et d'administration qu'on abrège régulièrement RAU, qui va contenir les règles de fonctionnement propres à la copropriété en question. Ces règles, elles peuvent porter sur les usages qui sont faits des différents espaces communs, mais déjà à l'origine, même sur la définition même de qu'est-ce que c'est qu'une partie commune ou une partie privée. Et évidemment que cette définition a une importance le jour où on doit engager des travaux, puisque ce ne sera pas la même responsabilité, notamment financière, pour la prise en charge. C'est pour ça que j'ai mis dans ma présentation ce petit panneau « Vérifier les dispositions du RAU » pour assez systématiquement rappeler que je vais vous faire une présentation avec ce qu'on retrouve régulièrement comme règle, mais qu'il faut dans chaque cas aller se pencher sur le règlement propre à la copropriété à laquelle on s'intéresse sur le moment, de manière à être sûr d'appliquer les bonnes règles. Et c'est là que ça se pose peut-être une première difficulté pour la personne qui débarque dans un dossier ou pour un copropriétaire qui rejoint une copropriété, c'est de savoir quelle est la version du règlement qui est applicable à un moment donné pour la prise de décision. Et là, il y a une information importante à partager et à avoir en tête, c'est que l'extrait du registre foncier peut faire état de l'existence d'un RAU, mais c'est une mention et ça signifie que ce n'est qu'à titre indicatif. Ce n'est pas pourvu de la foi publique comme d'autres informations présentes sur l'extrait du registre foncier. En fin de compte, le registre foncier témoigne de la dernière version qui lui a été communiquée, mais sans garantie que c'est la dernière qui a effectivement été votée. Et c'est là que, évidemment, un administrateur diligent mettra à jour la version registre foncier à mesure des modifications, mais qu'il peut être aussi nécessaire de remonter dans les PV des différentes AG des dernières années pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'autres modifications qui auraient un impact sur la question qu'on se pose le moment venu. Un autre rappel important est celui des différents organes qui composent la PP, en particulier les deux organes décisionnels principaux, que sont l'Assemblée des copropriétaires, c'est le pouvoir suprême, comme on le qualifie des fois, c'est vraiment le rassemblement des propriétaires de chacun des lots et qui détient en fin de compte tous les pouvoirs qui n'ont pas été délégués à un autre organe. L'autre organe qu'on trouve systématiquement dans une PPE, c'est un administrateur qui est désigné par l'Assemblée et qui, lui, s'occupe plutôt de la gestion courante et par ailleurs de la représentation de la PPE auprès des tiers.
Dans le contexte du sujet qui nous occupe aujourd'hui, je pense important et intéressant de mentionner que plusieurs modèles de RAU, et en particulier le modèle type à Genève, prévoient la possibilité de mettre sur pied un conseil de copropriété. C'est une espèce d'organe intermédiaire dont l'Assemblée des copropriétaires, on peut le dire, fait un peu ce qu'elle veut. À commencer par le fait de le constituer ou pas, de qui va siéger, du nombre de personnes, mais aussi de ce qu'on va lui confier comme tâche. Le modèle type le prévoit vraiment comme une forme de courroie de transmission entre les occupants de l'immeuble et l'administration et les autres copropriétaires. Parce qu'à titre d'exemple, il prévoit qu'il n'y siège que des propriétaires qui sont eux-mêmes habitants de l'immeuble. Mais c'est tout à fait quelque chose qui peut se moduler en fonction des circonstances. Et on peut tout à fait imaginer que l'Assemblée constitue un conseil de copropriété qui serait chargé d'élaborer, en collaboration avec l'administration, un projet de rénovation énergétique pour le bâtiment concerné. Juridiquement, on peut même imaginer que l'Assemblée des copropriétaires délègue au conseil de propriété un certain nombre de compétences décisionnelles qui seraient donc sorties du périmètre de l'Assemblée pour rejoindre cette espèce ce sous-groupe décisionnel. Il faut juste être conscient que ça implique une modification formelle du RAU dans les règles de majorité propres à ce genre de changement. Dans les grands sujets juridiques de cadre qui viennent alimenter la discussion sur les travaux de rénovation, il y a la question du fonds de rénovation. C'est un sujet brûlant puisqu'on touche aux finances et il faut tout de suite le dire, il n'y a pas d'obligation légale de constituer un fonds de rénovation dans une PPE. Il n'y a pas non plus en général d'obligation réglementaire de le constituer, respectivement de l'alimenter. Au-delà du droit, et je pense que les orateurs qui me succéderont viendront aussi alimenter la discussion en ce sens, il est hautement recommandé de constituer un fonds de rénovation pour avoir en fin de compte un matelas permettant de financer au moins en partie les grands travaux le jour où ils arrivent. Ça facilite clairement le processus décisionnel le moment venu. Peut-être une précision sur ces aspects d'obligation. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation de le constituer, il n'y a pas d'obligation de l'alimenter, mais par contre, une fois que l'Assemblée a décidé de l'alimenter, et même si elle n'a pas un projet concret sur la table à financer, mais uniquement la perspective que des travaux seront nécessaires à terme, une fois que la décision d'alimenter le fonds d'innovation est prise et valablement entrée en force, elle est obligatoire pour tous les copropriétaires. Ça devient un élément des charges dont ils doivent s'acquitter dans le cadre de leur participation à la copropriété. Pour entrer un peu plus dans le vif du sujet du jour, et notamment comment est-ce qu'on va décider d'engager des travaux, il faut avoir en tête, avant de se lancer dans le processus décisionnel, que la loi suisse, le Code civil, reconnaît 3 grandes catégories de travaux qui ont au final un impact sur les modalités de prise de décision. On distingue les travaux nécessaires, utiles et somptuaires. Les travaux nécessaires sont ceux qui sont requis pour maintenir la substance de l'immeuble. C'est-à-dire on ne va pas accroître la valeur, on évite que l'immeuble se déprécie. Ça va un peu au-delà de l'entretien strictement courant, mais on parlait d'entretien périodique. Vous voyez dans les exemples qui sont affichés à l'écran, on parle de réparation lourde ou bien de maintien à l'identique du système de production de chaleur. Les travaux utiles, eux, sont ceux qui amènent un accroissement de la qualité de l'immeuble, peut-être de la qualité de vie, un accroissement de sa valeur aussi, et dont on pourrait se passer tout en continuant à occuper l'immeuble sans problème. Et c'est là que tombe vraisemblablement l'essentiel des travaux de rénovation liés aux aspects de performance énergétique, puisque
on est dans clairement quelque chose qui va améliorer les performances de l'immeuble, potentiellement réduire les coûts et donc sont considérés comme un accroissement de valeur. Je passe très rapidement sur les travaux somptuaires qui sortent un peu du périmètre de la présentation du jour. C'est les travaux qui n'ont qu'un aspect de pur confort ou d'esthétique. L'exemple type, c'est le fait d'installer une œuvre d'art dans le hall d'entrée, mosaïque ou autre, de construire une piscine dans des espaces communs qui n'en ont pas, ou bien certains immeubles ont des espaces communs et partagés qui peuvent être modulés et réaménagés sans que on est vraiment dans du pur confort. Il faut être très clair, il n'y a pas de grille de tri pour faire tomber un projet dans l'une autre ou de cette catégorie qui s'applique de manière absolue. Il va déjà y avoir un premier élément, c'est qu'on va à chaque fois apprécier la qualité des travaux en fonction du standing de l'immeuble dont on parle. Et le même projet pourra tout à fait être considéré comme nécessaire dans un immeuble de haut standing et par contre comme des travaux utiles dans un immeuble qui a peut-être un standing un peu moins élevé. S'agissant des aspects de rénovation et de performance énergétique, un critère qui revient parfois pour distinguer entre nécessaire et utile, c'est celui de savoir si on répond à une exigence légale de mise en conformité, parce que souvent, on ne va pas changer à l'identique. Enfin, on parlait du système de production de chaleur. On peut être amené à devoir changer de système du fait du cadre légal. Et une approche est de dire que si on ne fait que répondre à une nouvelle exigence légale, en fin de compte à ce qui est nécessaire pour obtenir l'autorisation de réaliser ces travaux, on est dans le nécessaire. Inversement, si on choisit d'aller au-delà pour améliorer les performances de l'immeuble, au-delà du minimum légal, on sera plutôt dans le cadre des travaux utiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette classification est importante parce qu'elle a un impact sur le type de majorité qui doit être réunie au sein de l'Assemblée des copropriétaires pour que les travaux aillent de l'avant. Pour les travaux nécessaires, on requiert une majorité simple, pour les travaux utiles, une majorité double, et pour les travaux somptuaires, une unanimité. Si on entre dans ce que contiennent chacun de ces termes, la majorité simple correspond à la majorité en millième des copropriétaires présents ou représentés à l'Assemblée qui doit prendre la décision. On est donc dans une situation où chaque lot va voter en bloc tous ces millièmes, on additionne les millièmes, et une fois qu'on a la moitié plus 1 des millièmes présents ou représentés, la décision est prise. On est donc dans une dynamique aussi où les absents, ou les gens qui votent blanc, n'ont pas d'impact sur le résultat de la décision parce qu'on va recalculer la majorité qui doit être atteinte en fonction des personnes présentes, respectivement des votes effectivement exprimés. La majorité double se déroule sur le même processus en premier lieu, c'est-à-dire qu'on va chercher la majorité des millièmes présents et représentés, mais on combine ça avec un deuxième calcul qui est de vérifier que la majorité des copropriétaires présents ou représentés est aussi d'accord à titre personnel, donc indépendamment du nombre de millièmes qu'ils représentent. C'est une forme de protection des minorités qu'on connaît dans d'autres circonstances en Suisse également. Peut-être un élément à préciser, si un copropriétaire détient plusieurs lots, il n'a qu'une voix pour la majorité des copropriétaires. Et puis, comme pour la majorité simple, dans ce cas-là, les absents n'ont pas d'impact sur le résultat du vote. Pour ces deux éléments-là, je rappelle, vérifiez toujours ce qui est prescrit par le RAU. C'est un élément où il y a une forme de liberté d'organisation. On peut prévoir d'autres modalités de calcul des majorités simples ou des majorités doubles. On peut aussi avoir des RAU qui explicitent, des fois de manière très précise, qu'est-ce qui tombe dans l'une ou l'autre catégorie. Donc, il vaut la peine d'aller chercher le détail de ce qui est requis pour prendre une décision. Et puis enfin, l'unanimité, j'y passe très rapidement, mais en fait, elle implique que tous les copropriétaires adhèrent au projet, j'allais dire, y compris les absents. On doit réunir leur avis, donc ils doivent être représentés. Il faut que tous les propriétaires soient présents ou représentés à l'Assemblée pour
qu'une décision à l'unanimité puisse être prise. Il y a quelques circonstances où on peut s'en passer, mais elles sont peut-être un peu compliquées et peu pertinentes dans le cadre du sujet du jour. La prise de décision se déroule dans le cadre généralement de l'Assemblée des copropriétaires et si on pense au cycle de vie d'une assemblée de copropriétaires, il y a clairement un avant, un pendant et un après qui ont chacun leur spécificité et les éléments formels à garder en tête pour que tout se déroule bien. Pour ce qui est des enjeux formels, mon objectif n'est pas de faire du juridisme et de principes, mais bien d'identifier les différentes étapes qui ont un facteur clé dans la validité de la décision au final, de manière à limiter les risques de contestation ou en tout cas les chances de succès si jamais il devait quand même y avoir une contestation. Et là, on entre vraiment dans un domaine où le contenu du RAU devient central parce que la loi, non seulement ne dit pas grand-chose, mais surtout, elle n'impose rien sur notamment les modalités de convocation. Pour la phase de préparation, la première question qui se pose, c'est à quelle fréquence est-ce qu'on doit se réunir? La loi impose de se réunir quand c'est nécessaire. Voilà, c'est pas plus précis que ça. Donc, on en revient à ce que le RAU donnera comme indication et ce qu'on trouve en général dans ces règlements, c'est au minimum une assemblée annuelle ordinaire et c'est celle que vous connaissez très vraisemblablement, où on revoit les comptes de l'année passée, on vote le budget des années suivantes et puis on traite les différents points que l'administration a mis à l'ordre du jour. C'est un exercice qui peut prendre du temps, ou une fois par année, ça peut être long. On peut toujours convoquer une assemblée extraordinaire s'il s'avère qu'on a besoin de prendre des décisions plus rapides. Et puis là, c'est à l'administrateur de trouver l'équilibre entre la rapidité décisionnelle pour que le projet avance et puis ne pas non plus lasser les copropriétaires qui finiraient par ne plus venir et que ça pose des problèmes de quorum. Pour passer rapidement sur la suite, c'est important que l'ordre du jour soit aussi préparé en amont et surtout qu'il soit complet. L'idée est qu'au moment où il est reçu par les copropriétaires, chacun puisse se rendre compte de qu'est-ce qui va être décidé et est-ce que, puisqu'on l'a vu avant, les absents ne participent pas du tout au processus décisionnel, est-ce qu'il est nécessaire ou jugé opportun de participer à la séance pour pouvoir y donner son avis? Donc, un ordre du jour aussi complet que possible et qui détaille quelles décisions devront être prises à cette occasion. L'idéal, c'est aussi que l'ordre du jour soit accompagné de la documentation qui permette de se faire un avis. Et on peut faire une analogie, puisqu'on est en période de votation au niveau national, avec le matériel de vote. C'est qu'on a non seulement la fiche où on peut mettre les croix, puisqu'on vote par correspondance, mais on a aussi la brochure accompagnatrice qui permet de se faire une idée sur chacun des objets soumis. Alors, il n'y a pas évidemment d'obligation d'aller avec autant de détails que ce qu'on a dans le cadre d'un vote populaire, mais il faut de nouveau que les informations qui nécessitent peut-être une réflexion ou une forme d'analyse ne soient pas juste distribuées en début de séance de l'Assemblée, mais puissent être consultées en amont, voire distribuées. Un enjeu formel, c'est la convocation. Le règlement va préciser quelles sont les modalités de convocation. On trouve encore très souvent la forme du courrier recommandé qui est imposée. S'il n'y a pas d'exception prévue, il faut la respecter. Sinon, on peut entrer dans un vice formel de convocation qui peut conduire, en théorie et selon les circonstances, à une annulation complète de l'Assemblée des copropriétaires. C'est aussi le rôle de l'administrateur ou de la personne qui se charge de la convocation d'être certain d'avoir les adresses à jour. Alors, il n'y a pas d'obligation active d'aller chercher les changements d'adresse, mais enfin, il faut être sûr qu'on envoie les choses au bon endroit. Dans ce contexte, se pose la question, par exemple, de nos jours, d'une convocation de l'Assemblée par courriel. Si le règlement le permet, en fin de compte, pas de problème. Mais ça posera quand même la question d'être sûr que tout le monde l'a bien reçu. Et ce sera peut-être une modalité plus simple à mettre en œuvre dans une petite copropriété
ou si quelqu'un ne réagit pas, c'est facile d'aller vérifier que les documents ont été reçus que dans un ensemble avec un plus grand nombre de propriétaires. Enfin, un dernier point important, c'est normalement aussi avec la convocation qu'on devrait communiquer les modalités de représentation pour le copropriétaire qui voudrait participer à l'Assemblée mais ne peut pas y être présent et qui souhaite donner un pouvoir de représentation, d'expliciter si cette représentation peut être le fait de n'importe qui, notamment d'un tiers à la copropriété, ou si ça doit être un autre copropriétaire. Et puis, est-ce que la procuration doit être retournée à l'administrateur en amont ou est-ce qu'elle peut être amenée à l'Assemblée? Enfin voilà, ces éléments de détail qui doivent être explicités pour éviter d'éventuelles difficultés ultérieures. On en arrive au grand jour ou à la soirée en général. Ne pas passer trop vite sur les aspects formels au début. Une assemblée a besoin d'un président. Alors, si rien n'est décidé d'autre, c'est l'administrateur, mais enfin, ça peut être une décision à prendre. Il faut aussi décider qui va tenir le PV. Là, toutes les solutions sont possibles. Ça peut être une personne qui est copropriétaire et participe au vote, ou bien avoir un tiers qui le tiendra. C'est le moment de vérifier les procurations et les présences. Suivant les circonstances, peut-être qu'il faudra même vérifier les identités pour être sûr que c'est bien un copropriétaire qui vient représenter un lot. Pourquoi il faut faire tout ça? C'est que la loi prévoit quand même un système de quorum, que le règlement peut modifier, mais où il faut qu'il y ait au moins la moitié des millièmes et la moitié des copropriétaires présents pour que l'Assemblée puisse valablement statuer. Donc, les absents ont quand même une forme de pouvoir indirect, c'est que s'ils sont en suffisamment grand nombre, eh bien, on est obligé de reconvoquer l'Assemblée pour qu'elle puisse statuer. Le deuxième impact, comme on l'a vu avant, c'est que les majorités simples et doubles se calculent en fonction des lots présents ou représentés. Du coup, il faut faire ce calcul au début pour savoir comment on déterminera si une décision est adoptée ou pas. Un autre aspect formel, c'est comment une décision est prise. Et il ne suffit pas de se référer au projet et puis de dire il est accepté. La décision, elle doit porter non seulement sur le principe du projet, mais par exemple sur le choix entre plusieurs variantes qui ont été soumises à l'Assemblée, sur une validation des coûts qui sont engagés et aussi sur comment les 10 coûts vont être financés. Est-ce qu'on va passer par une utilisation du fonds de rénovation? Est-ce qu'on va passer par un appel de charges complémentaire? Est-ce que les choses se lissent sur une plus longue durée? Tous ces éléments doivent figurer non seulement dans le débat, doivent être effectivement votés dans le cadre de la décision, alors de manière groupée ou individuelle, ça va dépendre des circonstances et de la complexité du sujet. Et puis surtout, tout cela devra être consigné dans le procès-verbal de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de ce qui a été décidé à quel moment dans le cadre de cette assemblée. Sur le procès-verbal, il doit être détaillé, on doit comprendre ce qui s'est dit, c'est pas un verbatim, hein, on n'est pas au mot pour mot, les grandes idées doivent y être, et surtout comment les décisions ont été prises. Sur l'aspect financier, je signale un élément qui revient régulièrement au sujet des rénovations énergétiques, c'est les projets de travaux où on combine des interventions sur des parties privées et des parties communes. Le grand classique, c'est qu'on refait l'isolation de la façade et on change les fenêtres en même temps. La façade est usuellement une partie commune et à partir de là, une charge où les travaux devront être répartis selon les millièmes et la clé de répartition principale, alors qu'inversement, les fenêtres sont des parties privées et chaque copropriétaire devra prendre en charge les coûts propres à son appartement. Il faut juste veiller à ne pas mélanger les choses pour éviter des difficultés ultérieures. Je vais accélérer parce que je vois que le temps file, mais il y a la phase d'après l'Assemblée avec la diffusion du procès-verbal. Et c'est là qu'on voit en fait l'importance de son contenu pour, en fin de compte, l'aspect d'entrée en force de la décision et la possibilité pour l'administration de la mettre en œuvre. Parce que après l'adoption, il reste toujours une possibilité de contestation par un copropriétaire devant le juge et qui doit être formulée dans un délai de 30 jours à partir du moment où on a connaissance de la dite décision. Le copropriétaire qui était à l'Assemblée et qui s'y opposait et qui décide de contester, les 30 jours commencent le jour de l'Assemblée. Mais pour celui qui était absent, qui n'a pas exprimé son avis,
La prise de connaissance, ça va être en fin de compte le jour où il reçoit le PV. Et c'est là que ça vaut la peine, qu'il soit détaillé pour qu'il puisse se rendre compte de quelle décision a été prise, et d'autre part, que ce soit diffusé relativement vite et pas avec la convocation de l'assemblée suivante où on aura potentiellement engagé les travaux entre deux. L'autre effet d'opposabilité des décisions, c'est vis-à-vis des tiers, ça a peut-être un impact moindre, mais c'est aussi vis-à-vis des futurs copropriétaires. Quelqu'un qui vient racheter un lot après une prise de décision est en fait lié par les décisions qui ont été prises précédemment au cours des assemblées de copropriété. Elle ne peut pas remettre en cause ces décisions, quand bien même cela a un impact financier qu'il devra assumer dans le cadre des charges qu'il paiera à son arrivée. Et je donne un exemple que j'ai vu, en l'occurrence de la part dans une PPE qui était dans le canton de Berne, où en fait est annexé à chaque PV d'AG une liste des décisions à incidence financière qui ont été prises par le passé, avec la date de l'Assemblée qui permet d'aller chercher le PV, le montant voté et dans quelle mesure il a déjà été financé, ce qui permet à quelqu'un qui arrive dans la copropriété de se rendre compte très clairement dans quoi il met les pieds, si vous me passez l'expression. Pour finir sur l'aspect de contestation et peut-être faire le lien avec les prochaines présentations, une contestation judiciaire, alors c'est quelque chose de lourd, ça prend du temps à commencer pour le copropriétaire qui voudrait se lancer là-dedans et qui va devoir en fait engager un procès contre la copropriété avec les frais que ça peut impliquer et l'énergie aussi, mais ça peut néanmoins être quelque chose qui bloque la réalisation du projet parce que selon les circonstances, le juge va empêcher la mise en œuvre de la décision tant qu'il n'aura pas statué. Et même si au final, il vient à dire que cette décision a été valablement prise et qu'il la confirme, il peut y avoir plusieurs mois, voire même plutôt plusieurs années entre deux. Et pendant ce temps-là, on ne peut rien faire en termes de travaux. Et c'est là que ma recommandation, même d'avocat, est de chercher un processus décisionnel qui, en fait, ne se limite pas strictement aux règles formelles et juridiques du règlement, mais en fait élargit le débat, permet une vraie plateforme d'échange sur toutes les thématiques pour se rendre compte quels sont les véritables enjeux et points durs pour les différents copropriétaires, comprendre comment est-ce qu'on pourrait les régler, et en fin de compte, plus que d'arriver à une majorité juste suffisante selon l'un ou l'autre des modèles que j'ai présentés, aboutir à un consensus, voire même idéalement à une unanimité qui impliquera en fait une adhésion de tout le monde au projet et facilitera derrière la mise en œuvre. Je reste naturellement à disposition pour les questions dans la séquence ultérieure et vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation sur les modalités des assemblées et majorités décisionnelles. J'invite Patricia Lecoultre à activer sa caméra et son micro. C'est fait. Merci, je profite de vous présenter. Patricia Lecoultre est une experte reconnue dans le domaine de l'administration et la gestion de PPE. Elle bénéficie de plus de 30 ans d'expérience au sein d'importantes structures du secteur immobilier. Elle se distingue par un engagement professionnel soutenu et constant. En parallèle à ses fonctions principales, elle assure des cours pour l'USPI Formation dans le cadre du brevet fédéral de gérant d'immeubles. Elle a par ailleurs investi activement dans la valorisation de sa profession et elle contribue régulièrement à l'organisation d'ateliers spécialisés sur la gestion des PPE, notamment lors de manifestations immobilières. Madame Lecoultre, vous avez 15 minutes, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup Christina, merci beaucoup pour l'invitation. Alors c'est vrai qu'après le côté juridique, on va passer au côté pratique de dire effectivement comment favoriser les prises de décision par les copropriétaires, pour les travaux à venir, mais surtout dans le cadre des assemblées, les décisions de manière un petit peu générale. Donc c'est vrai que la gouvernance dans les PPE, pour moi, il y a un rôle clé de l'administrateur, c'est comment un administrateur peut amener les copropriétaires à prendre les bonnes décisions dans le cadre de futurs travaux. Avant de commencer, juste de rappeler que le rôle de l'administrateur, le but, notre rôle à nous, c'est de sauvegarder les intérêts de la PP dans son ensemble,
et de tenir compte, si possible, de toutes les divergences d'opinion entre les copropriétaires. C'est clair que c'est pas toujours évident de faire l'unanimité dans une PPE, mais le but est de faire la majorité, en tout cas, pour pouvoir sauvegarder effectivement les intérêts de la PPE. Donc le but, c'est pas forcément de faire plaisir à ceux qu'on aime bien, mais effectivement d'avoir un regard un peu plus large. Donc, c'est vrai que le rôle d'administrateur, par rapport aux travaux, c'est d'anticiper les travaux futurs et leur financement. Puis pour anticiper les travaux futurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître ces immeubles. Donc, il faut s'intéresser aux bâtiments, il faut être attentif aux bâtiments, de quelle année ils datent, quelles sont les installations, les façades, le chauffage, la toiture, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne connaissance des bâtiments pour pouvoir anticiper les travaux futurs. Là. Donc, comment amener les copropriétaires à prendre les bonnes décisions? Déjà, pour ceux qui ont déjà eu la chance de participer à des assemblées générales, souvent, des fois, quand il y a des votes, il y a des décisions à prendre par rapport à des travaux. Moi, je me suis rendu compte que parfois, il y avait un certain nombre de votes négatifs ou un certain nombre de copropriétaires qui s'abstenaient. Et c'est vrai que quand je m'intéressais à ces abstentions ou à ces votes négatifs, je me suis rendu compte que quand je posais la question, une fois, il y a une copropriétaire qui m'a dit « Ah, mais moi, j'ai voté comme mon voisin parce que finalement, je n'ai pas compris la question. » Soit, alors c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question par rapport à ça et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, parfois, certains copropriétaires ne votent pas ou s'abstiennent de voter parce que j'ai pas été suffisamment claire dans les travaux ou dans les enjeux que les travaux proposés allaient engendrer. Donc c'est vrai que c'est notre rôle à nous, en tant qu'administrateurs, d'être extrêmement clairs sur les travaux, sur les décisions qui doivent être prises en assemblée. Et l'autre question, ça m'a amené, est-ce que nous avons confiance en notre administrateur? Parce que c'est vrai que souvent, quand on entend, on parle avec des copropriétaires, on dit « Ah, mon administrateur, les régies ». Puis quand on entend les régies, c'est « Ah non, les copropriétaires ». C'est vrai que c'est toujours, on a toujours l'impression que c'est un petit peu la communication parfois difficile et puis qu'il y a peut-être des attentes des deux côtés ou des divergences ou peut-être, à mon avis, un manque de connaissance du rôle de chacun. Donc c'est vrai que le rôle d'administrateur de PPE, c'est pas... Alors, c'est pas, je prêche pour ma paroisse, hein, évidemment, mais c'est pas forcément le métier qui suscite le plus de vocation dans l'immobilier, mais c'est vrai que on est des généralistes avant tout. Et puis, en tant que généraliste, on doit avoir des connaissances générales parce qu'on doit s'occuper des parties communes toujours et puis de l'intérêt de la PP. Donc, c'est vrai que souvent, il y a des copropriétaires qui disent, mais finalement, c'est quoi le cahier des charges d'un administrateur? Alors, dans la majeure partie des cas, les tâches de l'administrateur sont inscrites dans le RAU, dans le règlement d'administration. Donc, on est là pour effectivement gérer l'immeuble, les parties communes et pour mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée générale. Et puis, vis-à-vis des copropriétaires, c'est de dire, c'est vrai qu'en tant que copropriétaire, parce que je suis également aussi copropriétaire, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'attends de mon administrateur finalement, qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qu'il n'est pas censé faire. Et je pense que, voilà, il y a peut-être un petit problème de communication. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour former les administrateurs, pour former les professionnels de l'immobilier, mais il y a peu d'outils aujourd'hui qui sont à disposition des copropriétaires. Alors, je ne parle pas de former les copropriétaires, je parle d'informer les copropriétaires sur le fonctionnement d'une propriété par étage et sur le rôle d'un administrateur. Alors là, il y a un outil qui aujourd'hui est en place, qui a été fait par une copropriétaire pour les copropriétaires qui s'appelle iGer. Je ne veux pas vous en parler parce que je ne vais pas faire de la pub, je n'ai pas d'action, mais c'est juste qu'il n'y a qu'un seul outil aujourd'hui qui est disponible. Et puis, c'est vrai que pour répondre à ces questionnements de copropriétaires par rapport à la vie de leur immeuble. Donc, Donc, c'est vrai que, comme le disait Maître Bruckner tout à l'heure, il y a dans certains immeubles des comités ou des délégués ou des conseils de copropriété. C'est pas obligatoire, tout comme l'administrateur qui n'est pas obligatoire, mais effectivement vivement recommandé.
les délégués ou le comité sont vraiment précieux pour les administrateurs parce qu'ils sont vraiment le fil rouge entre les copropriétaires et l'administrateur et ils accompagnent l'administrateur pour la mise en place des décisions. Alors, oui, c'est vrai, nous, en tant qu'administrateurs, on n'habite pas dans l'immeuble, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe et c'est toujours très précieux d'avoir quelqu'un qui est sur place, qui est là pour nous aider, soit après l'Assemblée, mais soit aussi avant l'Assemblée, pour dire, bah, finalement, c'est vrai, dans votre immeuble, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on parle avant l'Assemblée? C'est pour ça que ces rencontres avec le comité et les délégués, c'est vraiment des rencontres qui sont importantes pour le métier d'administrateur, parce que ça nous permet vraiment d'être au plus près des immeubles que nous gérons. Parce que, indépendamment de ça, c'est vrai que on ne gère pas des immeubles, on gère des communautés de copropriétaires. Et comme le disait Maître Bruckner tout à l'heure, chaque PP est unique, tout simplement parce que chaque copropriétaire, chaque personne est unique. Donc, on doit chaque fois, effectivement, apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, hein, puisque je reviens sur cette confiance entre les administrateurs régis et les copropriétaires. Et les délégués ou comités sont vraiment là pour nous aider à œuvrer dans ce sens. Alors, comme vous allez remarquer, j'arrive déjà à l'exemple. Je serai un peu plus rapide que mon prédécesseur dans le développement des slides, mais c'était surtout pour vous donner peut-être des exemples plus concrets. Parce que, par exemple, j'ai eu une assemblée, effectivement, avec des copropriétaires. On parlait de travaux de rénovation de toiture. Et puis, il n'y avait malheureusement pas assez d'argent dans le fonds de rénovation. Pourquoi? Parce que, malheureusement, le précédent administrateur ne les avait pas encouragés, on n'avait pas attiré leur attention sur le fait qu'il fallait l'alimenter régulièrement. Et puis, ils se sont retrouvés avec une toiture qui était effectivement en très, très mauvais état. C'était juste au début du Covid, en plus. Et comme la majorité des copropriétaires étaient à la retraite, ils n'avaient pas la possibilité d'augmenter leur hypothèque ou de trouver une autre forme de financement. Donc, c'est vrai que la question qui s'est posée, c'est de dire, mais si personne ne peut financer, si on n'a pas assez d'argent sur le fonds de rénovation et que les copropriétaires ne peuvent pas faire face à un appel de fonds extraordinaire, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne fait pas de travaux. On ne fait pas de travaux et ça, c'est vraiment une des situations que je trouve les plus dramatiques. Donc, heureusement, il y avait un seul copropriétaire qui était un peu plus à l'aise financièrement, qui a finalement fait un prêt auprès de la communauté, de la PPE, pour pouvoir faire ces travaux. Et là, je rejoins ce qu'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, l'importance du fonds de rénovation qui n'est pas obligatoire, qui est vivement recommandé. La dotation du fonds de rénovation, elle est parfois mentionnée dans le RAU, mais c'est vrai de dire pourquoi c'est important de mettre régulièrement au fonds de rénovation. Comment calculer? Ben, ça dépendra toujours de l'état de l'immeuble. Quand je reprends un nouveau mandat dans le cadre d'une PPE, c'est vrai qu'on me dit, est-ce qu'on a assez sur le fonds de rénovation? Ça dépend. Ça dépend de l'état de l'immeuble, ça dépend de ce qui a été fait. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de se dire, ben voilà, on met 100 ou 200 francs de plus par mois, plutôt que de se dire, maintenant, 10 ans, 15 ans, on devra tous payer 10 000 francs en appel de fonds et certains ne pourront pas, donc on ne pourra pas faire les travaux. Donc, pour éviter ce genre de situation que je trouve assez catastrophique, finalement, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on pousse vraiment les administrateurs et les copropriétaires à alimenter régulièrement le fonds de rénovation. Et puis, le deuxième exemple, parce que c'est vrai que dans le cas de la gouvernance, le but de mon intervention, c'est d'avoir vraiment des cas concrets. J'avais effectivement une autre PPE où on devait changer la chaudière Amazon. Alors, c'est vrai qu'il y a une responsabilité de l'administrateur. Sur Vaud, on est de toute manière tous soumis à la loi sur l'énergie, mais dans le règlement d'application, c'est un petit peu différent peut-être par rapport à Genève, mais on sait très bien qu'il y a l'abandon du chauffage fossile. Donc, on doit en tenir compte. Et notre rôle à nous, c'est d'informer les copropriétaires et de les conseiller en leur disant, mais voilà, si votre chaudière Amazon, elle a 30 ans, ou bien votre chaudière Amazon, elle est temps, oui, on parle de subventions, oui, on parle de panneaux photovoltaïques. Quel est le but, en fait, de cet assainissement? Est-ce que le but, effectivement, c'est de moins dépenser, pour des questions énergétiques? Est-ce que c'est moins
Est-ce que le but, c'est d'avoir une meilleure note dans le CECB? Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être ce manque d'information parce qu'en même temps, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la loi sur l'énergie, je parle au niveau de manière générale, mais c'est vrai qu'au sein des copropriétaires, des fois, on a l'impression qu'eux sont un peu perdus puis qu'ils ont vraiment besoin d'être conseillés par rapport à cette révision, à cette nouvelle loi sur l'énergie. Donc, leur dire, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, notre responsabilité, c'est d'être informés. On a des chauffages à distance qui se développent, il y a des chauffages, des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités dans l'énergie renouvelable. La question, c'est de dire, oui, une pompe à chaleur, c'est bien, mais où est-ce qu'on la met? Après, l'autre question, c'est de dire, oui, un chauffage à pellets, c'est bien, non, par rapport à un immeuble de 30 appartements. Donc, c'est vrai que ça, c'est notre rôle à nous, justement, de conseiller les copropriétaires par rapport à leur type de chauffage, leur typologie d'immeubles, justement, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, finalement, parce que, par exemple, il y a certaines communes sur le canton de Vaud, il y a tellement de pompes à chaleur en géothermique, il y a certains quartiers où on ne peut plus les installer. C'est-à-dire, voilà, il faut trouver l'équilibre, je dirais, entre effectivement la rénovation énergétique, le côté financier et puis la réalité en disant, oui, mais on doit le faire pour quand? Parce que si finalement on se retrouve avec une chaudière à mazout qui a 30 ans, en sachant que les démarches pour une pompe à chaleur, pour l'installer sur Lausanne et environ, peuvent prendre un certain nombre de mois, qu'est-ce qui va se passer si ma chaudière, elle lâche le 24 décembre, c'est la date à laquelle, en général, les chaudières lâchent. Donc, c'est vrai que la question, c'est l'anticipation dont je parlais de l'administrateur, c'est d'anticiper ça en disant, attendez, votre chaudière, elle a déjà 30 ans, il ne faut pas attendre qu'elle lâche entre Noël et Nouvel An pour pouvoir s'inquiéter, de demander des offres ou d'est-ce qu'on peut faire, ou le chauffage à distance. L'anticipation, elle est dans le fait de dire, OK, votre chaudière, elle a un certain nombre d'années. J'ai pris les devants justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je sais que le chauffage à distance va arriver, les panneaux photovoltaïques. Mais justement, cette anticipation, elle doit se faire avant, ce qui permettra aux copropriétaires d'avoir, à mon sens, plus d'informations, puis de pouvoir choisir en connaissance de cause, et puis pas dans la précipitation. Parce que, à mon avis, par rapport à ce genre d'investissement, c'est jamais une très bonne chose de se précipiter. Donc, j'en arrive à la conclusion parce que finalement, la conclusion, c'est que pour moi, la relation entre un administrateur de PP et les copropriétaires, c'est vraiment un partenariat. Pour moi, c'est comme le mariage, si vous voulez. J'ai toujours dit que c'était comme le mariage, finalement, c'est une question de confiance. Si on n'a pas confiance l'un avec l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je pense que tous les administrateurs ne peuvent pas convenir à tous les copropriétaires et inversement. C'est vraiment une question de confiance, c'est de se dire, voilà, j'ai confiance dans les compétences de mon administrateur. Et puis, pour l'administrateur, c'est dire, j'ai des copropriétaires, j'ai des clients qui me font confiance dans mes décisions et dans ce que je fais. Et c'est pour ça que ce rôle à l'USPI Formation, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens énormément, c'est de former la relève et de former les nouveaux administrateurs pour qu'ils aient justement ces compétences-là et qu'ils aient envie de faire de la PP, parce que, ceci mis à part, je trouve que ça reste quand même le plus beau métier de l'immobilier. Donc voilà. Ah, la cloche a sonné. Donc, je terminerai par dire que le bien commun n'est pas forcément la somme de tous les intérêts individuels. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous avez mon adresse mail. Merci encore de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Lecoultre, pour cette présentation sur le rôle et la manière d'accompagner, le rôle de l'administrateur et la manière d'accompagner les copropriétaires pour des travaux futurs. Je laisse la parole à Yvan Chalonne-Berger, qui va nous parler d'une nouvelle façon de décider ensemble. Il est titulaire d'un brevet fédéral de formateur. Il exerce en tant que consultant et formateur. D'ailleurs, il est le cofondateur de Présence Active, une entreprise spécialisée dans la gouvernance partagée et la gestion collective de projets. À travers ses missions, il accompagne aussi bien des individus que des équipes dans les organisations et dans leurs démarches participatives, surtout en facilitant la résolution des obstacles rencontrés. Il s'investit dans la conduite du changement vers des modes de fonctionnement beaucoup plus agiles, collaboratifs, respectueux aussi bien de l'humain que de l'environnement. Monsieur Chalonne-Berger, c'est à vous. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Donc moi, je viens d'un univers un petit peu spécial, le monde de la gouvernance partagée, distribuée, que vous connaissez peut-être plus ou moins.
Et du coup, je vais vous partager un petit peu, essayer d'ouvrir un petit peu des perspectives de comment nous, on a tendance à aborder la gouvernance. Et je vais m'appuyer sur l'expérience qu'on a eue en intervenant auprès de la coopérative d'habitat, la Bistoquette. Donc la Bistoquette fait partie passablement d'acteurs qu'on accompagne sur le territoire et qui choisissent de s'organiser et de structurer leur prise de décision en s'inspirant de la gouvernance partagée, distribuée. Et du coup, cette approche, elle propose d'autres manières de décider ensemble. C'est des processus de décision qui ne sont pas forcément reconnus par le droit suisse, sauf erreur. Et du coup, c'est des processus qui ne peuvent pas apparaître au niveau des statuts juridiques. Donc, on est sur la partie de comment les personnes vivent la gouvernance dans la pratique un petit peu quotidienne des prises de décision et pas forcément ce qui est documenté au niveau des statuts juridiques parce que, typiquement, on ne peut pas le documenter à cet endroit-là. Et un des partis pris de la Bistoquette ou des organisations qu'on accompagne, c'est que généralement, ils ne veulent pas fonctionner sur la logique du vote à la majorité simple. Ils ne veulent pas prendre le risque que des décisions importantes soient prises avec 50,1% des voix et que 49,9%, par exemple, n'adhèrent pas à la prise de décision. Du coup, qu'est-ce qu'on a à disposition comme autre manière de prendre des décisions que le vote à la majorité simple ou aux 2/3 ? Donc, j'en profite pour faire un petit clin d'œil sur les enjeux qu'avait la Bistoquette. Ils ont envie de bénéficier facilement et au maximum de l'intelligence collective de leurs membres et ils ont l'élan de structurer, de fluidifier les prises de décision collectives avec des fois différents enjeux, certaines décisions qui sont prises en plénière avec l'ensemble des coopérateurs et puis certaines décisions qui sont prises au sein de commissions thématiques. Alors, généralement, quand on aborde le sujet de la gouvernance avec ces coopératives, on leur pose un peu la question, OK, qu'est-ce que vous connaissez comme mode de prise de décision au sein d'un groupe ? Alors, généralement, on a le vote qui ressort, c'est un classique. Régulièrement, on a aussi la décision par autorité. Donc, quelqu'un a autorité et décide. Et puis, d'un autre côté, généralement, on entend, oui, on discute, on se met d'accord, et puis voilà, on a une décision. Et c'est un petit peu flou en termes de processus. Donc, nous, on leur présente alors le vote que vous retrouvez au milieu. Et sur les décisions collectives, on retrouve aussi les logiques de consentement et de consensus. Et là, on leur propose une définition un peu plus précise de ce que nous, on entend par le consensus ou le consentement. Le consensus, pour nous, c'est une décision pour laquelle tout le monde est pour la décision, alors que le consentement, c'est une décision pour laquelle personne n'est contre la décision. Ça a l'air d'un petit jeu de mots, mais en fait, c'est une différence fondamentale. Nous, on ne connaît pas de processus qui permettent de garantir que tout le monde est pour, alors que le consentement, le fait que personne soit contre, on a des processus qui fonctionnent généralement bien. Donc, je vais rester focalisé sur les notions de consensus et consentement. Souvent, pour bien éclairer cette différence, on sensibilise les personnes au fait que chaque humain, a priori, on a des préférences, il y a des choses sur lesquelles on est pour, il y a des choses qu'on tolère, où on n'est pas contre, et puis des choses qui ne vont pas, où on est contre. Par exemple, il y a des personnes qui sont pour un régime végétarien, d'autres personnes qui vont être pour un régime carné, et peut-être qu'elles tolèrent le régime végétarien ou le régime carné, mais ce n'est pas sûr. Mais du coup, quand on réunit des personnes, si on cherche à s'accorder sur les préférences, c'est quelque chose qui n'existe pas toujours. Si quelqu'un préfère absolument végétarien et quelqu'un absolument carné, on ne va pas être d'accord de manger la même chose, a priori. Donc, parfois, on peut avoir la chance que nos préférences communes, ça se rejoigne et qu'on ait un plein consensus, mais c'est quelque chose qu'on invite les équipes à arrêter de viser le plein consensus, mais à s'ouvrir à la zone de tolérance et au fait qu'on ne soit pas contre une décision. Et que si personne n'est contre, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Donc, la logique de la décision par consentement, on s'assure que personne ne soit contre la décision, alors que le consensus, ça serait vraiment toutes les personnes sont pour. Et du coup, on a un processus de décision par consentement qu'on peut utiliser, dont l'objectif, c'est de prendre une décision collective qui ne génère aucune objection. Donc, aucune objection, personne n'est contre. C'est le processus de base pour la gouvernance partagée qui permet de partir d'une proposition et de l'enrichir avec l'intelligence collective du groupe. Et puis, le processus nous permet aussi de protéger de l'indécision et aussi des prises de risques excessives. Donc, typiquement, par exemple, on a une étape où quelqu'un présente une proposition. Je propose qu'on change notre système de chauffage. On va rentrer dans une deuxième étape. Est-ce qu'il y a des questions de clarification pour bien comprendre cette proposition et pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre ? Donc, les personnes ont la liberté de poser des questions de clarification jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ensuite, on a un tour d'avis et bonification. Donc, chacun peut s'exprimer
pour exprimer ce qu'ils pensent de la proposition, qu'est-ce qui serait peut-être à faire de différent. Voilà, donc on écoute tout le monde. Et puis, on a une étape d'intégration des avis où la personne qui a proposé peut maintenir sa proposition ou la modifier en fonction de ce qu'il a entendu pendant les étapes de questions et les étapes de tour d'avis et bonification. À partir de là, on vérifie si les personnes sont, quand on a un tour d'accord, on vérifie si les personnes sont pour, pas contre ou contre la proposition. Si personne n'est contre, la décision est prise, on valide qu'on va changer le système de chauffage par celui qui a été proposé, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de s'il y avait des objections, parce que ça pourrait devenir assez technique, et ce n'est pas le propos de ce petit temps de présentation aujourd'hui. Ce processus, il a une grosse limite, c'est qu'il fonctionne vraiment plutôt bien dans des groupes de maximum 12 personnes, voire 20 personnes si on veut, si vraiment les personnes sont aguerries à la pratique de ce processus et à ce qu'on entend par ce qu'il y a une objection et ce qui n'est pas une objection. Donc, il y a des critères pour tester les objections. Voilà. Mais du coup, au-delà de 20 personnes, ça pourrait devenir fastidieux. Ce qui fait qu'assez souvent, on va proposer d'autres systèmes de décision au collectif et on va leur proposer des alternatives au système de vote classique. Donc là, c'est un petit tableau qui présente une dizaine de modes de scrutin qui sont la plupart inconnus pour toutes les personnes à qui on présente ça. Donc la plupart des personnes connaissent le vote à la majorité simple, mais si je demande est-ce que vous connaissez d'autres modes de scrutin, c'est un petit peu le silence radio. Alors que les études, il y a vraiment de la science, de la recherche qui est faite sur les modes de scrutin, et il en existe au moins une douzaine, et ils ont tous des avantages et des défauts. Il n'y en a aucun qui est parfait, si ce n'est que, généralement, suivant les études, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous verrez que régulièrement, le jugement majoritaire, c'est un scrutin qui ressort en tête parmi les meilleurs modes de scrutin qu'on pourrait utiliser si on voulait générer un maximum d'intelligence collective. Donc, je vais vous présenter ça brièvement. La décision par jugement majoritaire, l'objectif, ça va être de prendre une décision collective qui est basée sur la préférence du système groupe. Donc, quand je dis système, c'est l'ensemble des membres. Et du coup, ça va être un système de vote, mais qu'on pourrait qualifier de haute définition par rapport à du vote classique. Donc, le jugement majoritaire a été conçu par deux mathématiciens qui sont directeurs de recherche au CNRS, M. Balinski et Laraki. Et puis, un des grands principes qu'ils amènent avec ce mode de scrutin, ça va être de permettre aux participants de mieux s'exprimer en leur permettant d'évaluer chaque option indépendamment les unes des autres. Donc, on va pouvoir qualifier chacune des propositions. Imaginez qu'on a le choix entre une chaudière X, une chaudière Y, le fait de se connecter à un réseau de chaleur, bref, différentes options qui se présentent à nous. Chacun va pouvoir qualifier ces différentes options. Et du coup, les personnes vont pouvoir voter avec des mots qu'on appelle des mentions et qui est différent de voter avec des points. On va voter avec des mots pour permettre de qualifier chaque option, pour dire est-ce que je trouve cette option excellente, très bien, bien, passable, insuffisante ou non souhaitable. Donc les personnes pourront voter avec ces mots et qualifier chacune des propositions. Ensuite, on agrège les votes et ça va permettre de trier automatiquement les options, des options qui sont les plus préférées par le système groupe et des options les moins préférées, voire rejetées par le système groupe. Et au final, la décision par le jugement majoritaire vise à garder une seule proposition parmi plusieurs options et on va garder la meilleure proposition en se basant sur ce qu'on appelle la mention majoritaire. Alors, je vais revenir un petit peu sur vous montrer comment se passe le vote, mais juste pour préciser que le processus de décision par jugement majoritaire peut être fait de deux manières différentes. Il y a un processus qu'on peut appeler fermé. Imaginons qu'on a identifié 6 possibilités pour le changement de chauffage et les personnes vont pouvoir faire le processus en se basant sur ces 6 propositions et aucune autre. Alors que si le processus était ouvert, le même processus ouvert, on pourrait avoir 6 propositions et demander aux personnes est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres possibilités qui seraient amenées au vote. Donc voilà, la petite différence, est-ce qu'on peut ramener des nouvelles propositions ou pas? Donc le processus se passe comme suit, on a une première étape, on présente le contexte de la décision qu'on va être amené à prendre ensemble, on présente les propositions, donc imaginons on a 6 options de choix de système de chauffage, et suite à la présentation des propositions, on permet aux personnes de poser des questions de clarification pour s'assurer qu'elles comprennent bien les tenants et les aboutissants, les enjeux qui sont liés à ces 6 options.
Si le processus est fermé, eh ben, une fois qu'il n'y a plus de questions, on peut passer à l'étape de vote. Si le processus est ouvert, on peut accepter des nouvelles propositions, donc rajouter par exemple une 7e proposition, une 8e proposition et ainsi de suite. À nouveau, on s'assure que toutes les questions sont répondues. Et une fois qu'il n'y a plus de questions, les personnes peuvent voter. Et pour voter, du coup, les personnes, c'est comme si elles avaient un petit peu un bulletin de vote, comme c'est affiché à droite. Et les personnes peuvent qualifier les propositions d'excellent, très bien, bien, passable, insuffisant, non souhaitable. Si elles trouvent tout excellent, elles peuvent tout qualifier d'excellent. Si elles trouvent tout non souhaitable, elles peuvent tout qualifier de non souhaitable. Et l'invitation qui est faite aux participants, généralement, c'est de mettre du contraste, de faire ressortir les propositions qu'elles trouvent qui sont les meilleures et de celles qui sont les moins bien. Donc, chacun peut qualifier les différentes options, vote de son côté. On ne sait pas ce que votent les autres, le vote est anonyme. Une fois que tout le monde a voté, les résultats sont agrégés et on se retrouve avec le petit tableau qui est en bas, qui est ordonné automatiquement. Donc, ce qu'on voit, chaque petit carré de couleur correspond à une couleur de vote. Et donc, à droite, pour chaque proposition, on a les votes les plus favorables et à gauche, les plus défavorables. Donc, chaque petit carré, c'est un pixel de vote. Et puis, du coup, ça nous donne beaucoup d'informations sur comment les personnes ont voté. On ne sait pas qui a voté, mais on sait précisément comment ils ont trouvé, comment ils ont qualifié les propositions. Donc, par exemple, la proposition numéro 2, c'est celle qui se retrouve tout en haut. Pourquoi elle se retrouve tout en haut? Parce que c'est celle qui a la meilleure mention majoritaire. Donc, la mention majoritaire, c'est le bulletin de vote du milieu ou du milieu plus 1. Donc, ce n'est pas un calcul compliqué, c'est juste le bulletin de vote du milieu ou milieu plus 1. Et c'est un bulletin de vote pour lequel on peut dire au moins 50% des personnes pensent que la proposition numéro 2 est à minima excellente. Parce qu'on voit que le pixel de vote est vert foncé qui correspond à excellent. Et du coup, c'est ce qui permet de retenir cette proposition numéro 2 parce qu'elle a la meilleure mention majoritaire. Après, on a des systèmes pour départager s'il y a des ex-aequo. Dans le cadre de cette intervention, je le fais assez court. Voilà. Mais on peut départager et du coup, on sait forcément quelle est la proposition à retenir. Après, nous, ce qu'on propose, ce qu'on suggère aux équipes, ce n'est pas forcément d'utiliser le jugement majoritaire en tant que tel, mais c'est d'utiliser la variante consultative qui utilise le même mécanisme. Donc, on a appelé ça la consultation par résonance majoritaire. Et du coup, l'objectif n'est plus de prendre une décision, mais de mettre en lumière les préférences et les rejets du système groupe. Donc, c'est le même processus que la décision par jugement majoritaire, sauf qu'il produit une palette de préférences et non une décision. Donc, du coup, ce processus, il permet de préparer une décision en pesant précisément les pour et les contre. Et puis, au final, la décision qui va être prise, il est possible qu'elle intègre plusieurs options sur lesquelles on a demandé aux personnes de s'exprimer. Donc, ça nous laisse plus de liberté d'interpréter les résultats. Et à nouveau, le processus peut être fait dans une variante qu'on appelle fermée ou ouverte. Donc, quand c'est fermé, on ne peut pas amener de nouvelles propositions sur lesquelles il va être possible de voter. Quand c'est ouvert, les participants ont la possibilité d'amener des propositions complémentaires. Et du coup, à nouveau, si on faisait un vote, on a les résultats. Chaque résultat, on peut interpréter, on peut voir que si la proposition numéro 4, par exemple, qui est en 2e position, elle a une moins bonne mention majoritaire que la 2. Donc, si on avait fait un jugement majoritaire, c'est la proposition numéro 2 qui serait retenue, sans autre discussion. Alors que quand on fait le processus de manière consultative, on peut se permettre d'interpréter les résultats. Et par exemple, dans ce cas, la proposition numéro 4, elle est un tout petit peu moins bien en termes de mention majoritaire, mais par contre, on voit que tous les votes sont verts. Et quand tous les votes sont verts, eh bien, on peut qualifier ça de plein consensus. Toutes les personnes sont pour. Il y a des personnes qui sont pour en trouvant que c'est une bonne proposition, d'autres en trouvant que c'est une très bonne proposition, d'autres en trouvant que c'est une excellente proposition, mais globalement, on voit que tout le monde est pour. Quand il y a un petit peu de jaune dans les votes, eh bien, on peut considérer que c'est des décisions qui sont par consentement. Le passable, le jaune, peut être considéré comme un pas contre. Donc, s'il y a un mélange de vert et de jaune, on peut interpréter ça comme du consentement. Si des personnes ont voté rouge, eh bien, c'est la présence d'objection. Il y a des personnes qui sont contre la proposition. Voilà. Pour en revenir à la bistoquette, donc la bistoquette, ils ont voulu s'inspirer du processus de décision par consentement et en même temps, en fait, ils prennent des décisions en plénière, en grand groupe, et donc c'est plus que 12 personnes. Et du coup, en fait, ça pourrait être difficile de faire le processus complet de décision par consentement comme je vous l'ai présenté au début.
Donc, ils s'en inspirent, mais ils l'ont fait un petit peu différemment. Donc, en fait, à la Bistoquette, il y a des commissions qui peuvent préparer des propositions de prise de décision et ils les ramènent en plénière avec peut-être une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine de personnes qui sont présentes. Et puis, ils s'assurent que tout le monde comprenne les propositions et ils vérifient est-ce que les personnes sont pour, pas contre ou contre. Si personne est contre, la décision est validée. Si quelqu'un est contre, en fait, la personne qui est contre a l'obligation d'aller voir la commission pour négocier une amélioration de cette décision. Suite à ça, ils ramènent ça dans une séquence plénière suivante. À nouveau, s'il n'y a pas d'objection, c'est validé. S'il y a une objection, là où les personnes qui objectent ont l'obligation d'aller négocier avec le groupe de travail pour améliorer la proposition. Et histoire de ne pas se retrouver bloqué, après 2 tentatives en décision par consentement en plénière, la 3e fois, en fait, la décision passe en vote, mais en vote avec le jugement majoritaire. Donc pour eux, le vote en jugement majoritaire est une solution de repli, mais par défaut, ils essayent de passer en décision par consentement. Et puis, pour finir, une recommandation que je pourrais vous partager, c'est que la décision par consentement, ce n'est pas forcément fait pour tous les collectifs, mais le processus de consultation par résonance majoritaire, donc un système de vote, il peut vraiment être pratique pour préparer vos décisions. C'est assez facile de s'approprier ce système de vote. Ça permet d'avoir de l'information assez fine pour prendre des décisions pertinentes. Et puis, comment dire, le fait qu'il y ait une décision qui soit prise suite à une consultation par résonance majoritaire, il y a un endroit, si on utilise bien les résultats, ça rend la prise de décision antifragile ou peu attaquable. Et en plus, c'est un processus qui est très bien perçu généralement par les participants parce qu'il est très démocratique, dans le sens qu'on peut s'exprimer quand même sur chacune des propositions et que l'agrégation, souvent, ça fait sens pour les personnes de voir comment les résultats sont retenus. Et typiquement, on peut utiliser ce processus. Alors, on pourrait valider des constats collectifs, on pourrait valider des intentions collectives avec ce système de consultation. On pourrait aussi consulter sur des choix de techniques constructives, sur des choix d'équipement, sur des choix d'aménagement intérieur, extérieur, des choix d'usage de locaux. Bref, on peut faire énormément de choses juste avec ce petit processus consultatif. C'est comme un espèce de couteau suisse qui permet de bénéficier facilement de l'intelligence collective de vos parties prenantes, tout en vous laissant la possibilité d'interpréter les résultats selon ce qui est réellement faisable pour des questions soit financières, soit techniques, soit juridiques. Voilà pour ma présentation. Et puis, si vous avez des questions, vous avez les coordonnées à la fin de ce slide. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. J'invite tous les participants à activer tous les intervenants à activer leur caméra. Petit point de précision concernant les méthodes évoquées juste à l'instant, donc notamment la méthode de la consultation par résonance majoritaire. Tous ces outils sont disponibles en libre accès sur le site de Présence Active et on vous enverra le lien également en complément des présentations. Un certain nombre de questions ont été posées pendant le webinaire et les réponses également apportées. Peut-être une question pour Maître Bruckner. En quoi la méthode de consultation par résonance majoritaire pourrait être complémentaire à la voie classique, si elle peut l'être? Alors, je pense qu'elle peut complètement l'être dans ce que j'essayais de mettre sous le chapeau d'élargissement du processus décisionnel, en invitant, dans le cadre de copropriété, à réfléchir plus largement aux enjeux qui sont sur la table, à prendre en compte les avis. Alors, ma proposition était moins structurée que ce qu'on vient de nous présenter, que je l'ai trouvé très intéressant, et en particulier de voir que on en revient quand même à un système de décision par vote, alors un tout petit peu modulé pour ne pas rester bloqué. C'est toujours l'interrogation quand on rentre dans un processus participatif, c'est comment est-ce qu'on sort de la situation où rien ne se décide faute d'accord. Et en prévoyant ce genre de sortie, moi je pense que c'est même totalement soluble dans le système juridique avec quelques arrangements, mais en particulier cette voie de sortie, à quel moment on en revient au vote qui débloque la situation. Merci pour cet élément de réponse. Est-ce que Madame Lecoutre, vous aimeriez également vous exprimer à ce propos? Alors, c'est vrai que la question du vote participatif, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu comme les votations, les abstentions, on ne va pas voter, etc. Mais c'est vrai que je trouve que dans le cadre d'une assemblée ou des PPE, la
communication, l'accompagnement, une fois de plus, pour moi, elle est vraiment primordiale. Et c'est vrai que je préfère avoir des gens qui votent moins, mais qui comprennent plus, puis qu'au moment où ils vont voter, ils sont persuadés. Voilà, c'est vrai. Mais il faut des fois, effectivement, un petit peu revenir sur les sujets, et puis être plus précis pour justement avoir des décisions. Puis, alors là, je rejoins Ben Brugner pour dire, ben, effectivement, il faut une décision. Parce que le pire, quand il y a des travaux qui doivent être faits, c'est de ne pas décider. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une décision. Et puis, il faut que cette décision, bah, moi, j'aime bien que les copropriétaires ils soient complètement convaincus de la décision qu'ils ont prise. Mais il faut qu'il y en ait une. Et à certains moments, bah, c'est à nous, administrateurs, d'effectivement les aiguiller pour les pousser, entre guillemets, à prendre une décision. Merci beaucoup pour ce complément. Au sein des participants, y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Si ce n'est pas le cas, je laisse la parole à Damien Régenas de la ville de Versoix pour clore ce webinaire. Il faut activer le micro. Effectivement, ça sera mieux. Merci, Christina. Donc, nos remerciements au nom des 6 communes à M. Bruckner, Mme Lecoultre et M. Schellenberger pour ces présentations et la qualité de ces dernières. Ces présentations et le lien vidéo du webinaire d'aujourd'hui vous seront prochainement envoyés. Notez que vous pouvez également retrouver les anciennes présentations et les vidéos des anciens webinaires sur les sites internet des 6 communes partenaires. Afin de concevoir au mieux la suite du dispositif, un sondage sera envoyé aux participants pour savoir ce que vous avez apprécié et ce qui vous a manqué dans ces webinaires. Et ensuite, sachez que pour toute demande d'accompagnement d'ici la fin de l'année, vous avez la possibilité d'écrire à l'adresse info@webinaireppe.ch. Ce cycle de webinaire s'arrêtera ensuite et nous travaillons actuellement sur une suite à donner pour laquelle nous vous recontacterons prochainement. Dans cette attente, merci de votre participation et de votre intérêt. Et en conclusion, comme indiqué lors des présentations, n'oubliez pas l'importance de l'anticipation des travaux et de leurs coûts, ainsi que de l'information suffisante des copropriétaires. Et notez que dans l'attente d'une utilisation d'autres modes de scrutin reflétant mieux la préférence de chacun, la majorité peut suffire pour entreprendre les travaux de rénovation ou d'optimisation énergétique.